Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si mes invités sont bien là. Les participants arrivent au fur et à mesure pendant ces 2 premières minutes. Le temps que tout le monde se connecte, vous pouvez tester le module Q&A, aussi appelé Q&R parfois. Certains ont déjà pris la main dessus, mais n'hésitez pas à nous saluer par ce biais. Tic, tic, tic. Donc, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire, les personnes qui y participent en intervenant, mais aussi derrière les écrans. Et ensuite, on sera parti. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Elisa, je suis chargée de vie coopérative pour Enercop Bretagne. Derrière les écrans, mes collègues Gwenaëlle, Sitora, Nina et Juliette nous soutiennent en gérant les questions que vous allez poser à l'écrit. Et nous accueillons Ziad, salarié Enercop Pays de la Loire, et Olivier, qui est bénévole du projet de NR Citoyenne Un de Toit Soleil sur la métropole de Lyon, qu'il va nous présenter un petit peu plus. Hop. Pour information, ce webinaire est enregistré et durera maximum 1 heure. On s'engage donc à vous libérer vers 20 heures au plus tard pour que vous puissiez continuer votre soirée normalement. Nous avons un temps de présentation de 30 minutes à peu près et ça nous permet de conserver un temps assez long de questions et réponses. Donc c'est pourquoi on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau par le module évoqué un peu plus tôt, Q&A. Euh, on vous invite aussi à poser des questions qui sont liées au sujet du jour pour ne pas s'éparpiller et ne pas hésiter à se rendre sur le village a posteriori pour toutes les questions qui n'auront pas été résolues ou qui abordent d'autres sujets. Et voilà. Et pour ce soir, nous sommes là pour vous donner les clés pour décrypter les idées reçues sur les énergies renouvelables. C'est un sujet qu'on a déjà traité par le biais de webinaires, mais d'autres outils également. Malheureusement, ce sont des idées qui persistent, donc on vous propose à nouveau ce temps de discussion. Est-ce que, Olivier, si tu es prêt, je vais te laisser la main sur la métropole lyonnaise. Je suis prêt. Elisa, tu Je peux y t'en aller. prie. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Olivier Decle. Donc, je suis bénévole en fait au sein d'une association et d'une société. Donc, l'association s'appelle Tout en Transition et en fait, la société de projet s'appelle Un de Toit Soleil. Donc, nous réalisons des projets photovoltaïques sur les toitures des communes de la métropole de Lyon. Tout ça pour regrouper des citoyens et participer à la transition énergétique. Les citoyens qui nous rejoignent, c'est soit pour placer leur argent avec du sens pour savoir donc à quoi sert leur épargne, mais aussi pour s'initier et découvrir un petit peu le monde de l'énergie, des énergies renouvelables et comment se mène ce genre de projet. Donc le but, c'est aussi de sensibiliser les citoyens aux questions d'énergie et évidemment de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci, Olivier. Super. Je vais vous partager le programme plus détaillé du déroulé du webinaire, à savoir le fait que nous allons commencer par aborder les énergies renouvelables en général, auquel on a inclus un petit temps de questions-réponses spécifiquement sur ce point. Ensuite, nous passerons sur l'énergie solaire plus précisément, ainsi que l'énergie éolienne, avant de nous poser la question de savoir si un scénario 100% renouvelable est possible. Et enfin, nous terminerons sur le temps de questions-réponses. Et donc là, je laisse la parole à mes collègues qui vont vous présenter tout ça. Donc des énergies renouvelables en général, je crois que c'est Ziad en premier. Bonsoir tout le monde. Un petit mot. Merci Elisa l'introduction. Simplement pour dire que moi je vais vous parler au titre plutôt de mon avant Enercop, ma vie professionnelle avant Enercop, durant laquelle j'ai accompagné des collectivités pendant une quinzaine d'années sur leur politique énergétique.
Donc c'est de là dont je vais vous parler sur ces sujets. Et effectivement, dans ce premier temps, on va parler un peu de questions qui sont plus générales. On a une dernière diapositive qui permettra potentiellement d'évoquer quelques énergies renouvelables liées à la chaleur ou au carburant, avant de rentrer sur l'énergie électrique qui nous intéresse de plus près côté ENERCOP. Alors, je commence simplement par un sujet qui revient très régulièrement, c'est ce qu'on appelle le caractère intermittent, qui vise à souvent décrier la capacité des énergies renouvelables à répondre aux besoins des consommations électriques. Euh, le terme intermittent, c'est pas le plus correct. On parle de variabilité de production des énergies renouvelables, notamment électriques. Ouais, là, c'est vrai que c'est un sujet qui est plus électrique, puisque sur la chaleur, on a des capacités de stockage avec la géothermie, le bois énergie, la méthanisation. Donc, cette variabilité de la production électrique, elle peut donc effectivement, que ce soit les panneaux solaires ou les éoliennes, ne produisent pas à temps plein tous les jours, toute l'année, à n'importe quelle heure de la journée, évidemment. Mais il y a une bonne complémentarité et un foisonnement du parc électrique qui peut permettre de répondre à une grande partie de la problématique voilà, du verdissement du réseau, sachant qu'il y a aussi des outils qui mériteront forcément d'être développés, hein, notamment sur la partie du stockage ou sur la partie flexibilité. Mais il y a des outils déjà disponibles comme la flexibilité qui est mise en œuvre, notamment par Enercop, dans des périodes où on a des pointes de consommation. Aujourd'hui, il faut savoir que le gestionnaire du réseau électrique, on rentre assez rapidement dans le vif du sujet, RTE, dit qu'on est très loin des problématiques du taux d'intégration des énergies renouvelables dans le réseau pour qu'elles viennent poser un problème de gestion, d'organisation, et que donc on a de la marge en fait. On peut continuer à en produire un certain nombre avant que viennent se poser de manière pointue des questions de flexibilité, des questions de stockage. Donc là-dessus, voilà, sur ce point-là, il faut rappeler à la fois le caractère variable et non pas intermittent, le foisonnement et le fait qu'on a encore de la marge avant d'arriver à des seuils qui impliqueraient des ruptures technologiques, par exemple sur le stockage. Autre point très souvent évoqué, notamment pour comparer les énergies renouvelables avec le nucléaire. On a en France énergie qui est faible, une électricité qui est faiblement carbonée, notamment du fait des centrales nucléaires, mais aussi des barrages hydroélectriques et de la production éolienne et photovoltaïque qui prend de plus en plus de place dans le mix électrique. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on voit le nucléaire qui est là en bas, le plus faible à 6, je crois qu'on est en grammes de CO2 par kilowattheure. Ici, on est à 6 du côté de l'électricité nucléaire, 7 pour l'éolien, 55 pour le photovoltaïque, avec des variations si les panneaux sont produits en France ou en Chine. Et ensuite, vous voyez centrale gaz et centrale à charbon qui viennent d'exploser complètement l'empreinte carbone. Il faut savoir que on a effectivement une électricité qui est faiblement carbonée, mais pour autant, on a des indicateurs que ne donne pas le carbone, évidemment, qui peut être l'impact social et géopolitique enfin, du système nucléaire, les impacts environnementaux plus généralement, avec l'extraction notamment dans les mines d'uranium, même si on y reviendra, les énergies renouvelables ne s'exonèrent pas de ces problématiques-là. Et puis des questions de déchets et de temporalité qui se posent sur les centrales. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ces sujets, vous les connaissez bien, en sachant également que on a des questions économiques qui se posent. Et peut-être le dernier point qui est important de rappeler pour revenir sur la question carbone, c'est que on sait qu'il va falloir électrifier le mix énergétique français pour qu'il soit effectivement décarboné, pour que notre énergie au global soit plus décarbonée. Donc par exemple sur la mobilité. Euh, la capacité, la rapidité de déploiement des centrales nucléaires est particulièrement faible et pas adaptée en fait à l'urgence climatique. Donc aujourd'hui, on a bien vu par exemple sur Flamanville la difficulté à sortir une installation sûre. Ben, on peut déployer plus rapidement du photovoltaïque et de l'éolien sans attendre.
Alors, un sujet qui est sensible, c'est la question effectivement de l'érosion des espaces naturels. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Toute installation humaine a des impacts sur nos espaces naturels. Et donc, on peut faire, en tout cas, on entend souvent le procès aux énergies renouvelables de la question de la bétonisation, de l'artificialisation. Il faut vraiment se mettre en tête les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale source d'artificialisation des sols, pardon, c'est l'habitat et le transport, tout le système et les infrastructures de transport. Vous voyez là le rythme d'artificialisation qui est entre 50 000 et 57 000 hectares par an, en sachant que d'ici 2030, si on faisait le scénario de transition énergétique négawatt avec le développement du parc photovoltaïque au sol à son niveau d'ambition nécessaire, on serait sur ce niveau de mobilisation du foncier. Donc voilà, c'est aussi une question à un moment de priorité de ce qu'on va faire de ces espaces-là, même si évidemment, euh, on y reviendra en tant que développeur, on se doit d'être attentif et attentif sur les espaces qu'on va occuper avec la production d'électricité renouvelable. Donc c'est ce que je disais en tant que développeur, chaque Enercop, qu'elle soit locale ou à l'échelle nationale, on essaye d'être attentif à mobiliser des espaces improductifs en priorité ou à très faible valeur agronomique. Euh, pour autant, on peut pas, et on a déjà on en a déjà discuté longuement, on peut pas faire uniquement des installations sur des toitures existantes. Et par ailleurs, le niveau d'artificialisation entre des panneaux solaires posés au sol et je sais pas moi, des infrastructures de transport ou une zone d'activité ne sont pas du tout du même niveau, quoi. Alors, il est souvent targué aussi que le béton n'est pas écologique, et c'est vrai, et que l'éolien va venir impacter fortement nos territoires, en tout cas les questions écologiques par la production de béton. Voilà quelques ordres d'idées qui vous permettent de comprendre ce que représente l'éolien sur ce sujet-là. C'est 0,5% de la production nationale qui est mobilisée pour la production de béton pour faire de l'éolien. L'éolien est très intense en production électrique par rapport à l'espace qu'il prend, donc il est faiblement responsable d'artificialisation des sols. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans les projets éoliens, quand on les construit, il y a deux choses. C'est que la loi française, elle impose à l'exploitant le démontage des éoliennes et la remise en état du terrain à la fin de l'exploitation. Mais ce qui vient aussi gréver, mais de manière intelligente, je trouve, les budgets des projets éoliens, c'est qu'il faut provisionner la remise en l'état du site. Donc, dans le modèle économique, dans la construction du plan d'affaires d'un parc éolien, il faut provisionner en fait cette capacité à remettre en l'état le site sur lequel le parc sera installé. On n'a jamais demandé ça aux centrales nucléaires et aujourd'hui, on est en incapacité de dire combien ça va nous coûter, même si on sait que ça va nous coûter très cher. Et ce coût du démantèlement n'est pas compris dans le coût du nucléaire, quoi. Donc il y a une forme aussi d'inéquité sur ce qu'on compte. Euh, Avant-dernier point peut-être, important de se dire qu'en fait sur ces sujets-là, sur la production d'énergie renouvelable, on a affaire, comme toute autre activité économique à une concurrence capitaliste assez importante. Aujourd'hui, il y a des fonds de pension qui sont pas très vertueux, qui investissent massivement dans la production d'énergie renouvelable. C'est la vérité, il faut pas s'en cacher. Les territoires ruraux sont sous pression hein, d'acteurs qui peuvent être étrangers. Euh, il y a un enjeu pour nous à justement contrer cette dynamique-là qui existe par la manière dont on fait du développement des énergies renouvelables à travers des collectifs citoyens, à travers des acteurs territoriaux, des collectivités qui reprennent la main et des coopératives comme la nôtre qui ne se considèrent pas l'énergie renouvelable comme voilà, une capacité à générer du profit, mais bien une capacité à créer de la richesse à verdir notre mix énergétique également, mais à créer de la richesse
qui revient aux acteurs locaux en priorité. Et c'est une différence assez fondamentale, à la fois dans la gouvernance et dans la capacité à préserver les richesses qui sont créées sur un territoire, entre une activité classique de développement des énergies renouvelables et la vision qu'on en a. Là, voilà, on a résumé un petit peu la manière dont Enercop voit la production d'énergie renouvelable, avec effectivement des chartes très exigeantes sur la manière dont on les développe, le travail avec des collectifs citoyens et des collectivités locales, ne pas développer coûte que coûte les énergies renouvelables, et on a des lignes qu'on ne franchit pas, avec des projets sur lesquels on ne va pas, même s'ils peuvent apparaître très intéressants d'un point de vue économique. Et puis aussi de l'investissement pour promouvoir cette transition aux côtés des personnes qui sont sociétaires, de la coopérative et dans la sobriété avec voilà, du travail qui est réalisé par les équipes pour promouvoir cet enjeu de sobriété. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Vous voyez, ça a été assez succinct parce qu'on a un temps qui est contraint. Il y a beaucoup d'autres idées reçues liées aux énergies renouvelables et de sujets aussi, hein, pas que des idées reçues, des sujets sensibles. Donc là, j'en ai mis quelques-unes liées, par exemple, au solaire thermique, question qu'on se pose de moins en moins en France, malheureusement. La question de la géothermie, la place que peut avoir la géothermie dans le développement de la chaleur renouvelable, la méthanisation et ses débats, le bois énergie, et voilà, est-ce que la question du carburant aussi, comment elle se pose, c'est quelques enjeux qu'on voulait mettre ici pour dire qu'on ne va pas pouvoir tout balayer, mais que si vous avez quelques questions qui ont attrait à ces enjeux-là, ben, n'hésitez pas à les poser et on essaiera de prendre un temps pour y répondre. Alors, avant de passer, merci Ziad. Avant de passer sur le temps plus centré sur l'énergie solaire, j'ai reçu quelques questions pour Ouais. toi. Il y a notamment Anne-Marie qui, tu as dû utiliser le terme énergie intermittente. Et Anne-Marie nous signale que les centrales ne fonctionnent-elles pas par intermittence aussi? Est-ce que tu as une réponse à ça? Attends, est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît, Elisa? Pardon, j'ai pas bien compris. Tu as dû utiliser le terme énergie intermittente pour Ouais. parler des énergies renouvelables. Et donc, Anne-Marie nous demande, et les centrales nucléaires ne Oui. fonctionnent-elles pas par intermittence aussi? Alors, les centrales nucléaires, elles fonctionnent de manière on dit qu'elles produisent de l'électricité en base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont dans leur, voilà, elles atteignent une ligne de crête de production et pendant ce temps-là, elles vont produire une très grande quantité d'électricité de manière à peu près stable, même si il est vrai qu'il faut évoquer alors du coup, pour le coup, ouais, des moments où la centrale est à l'arrêt, c'est-à-dire des moments où elle a des questions de maintenance, des moments où il va y avoir des risques liés à la centrale, des moments où la disponibilité en eau est insuffisante pour la refroidir. Donc effectivement, il arrive régulièrement que les centrales nucléaires soient aussi à l'arrêt. Et dans ces moments-là, ou dans les périodes de pointe, les barrages hydroélectriques permettent un appoint de production d'électricité pour venir compenser ces moments d'arrêt des centrales. Il est à noter que les risques de tempête, il y a eu des tempêtes assez violentes qui ont mis à l'arrêt certaines centrales. Il y a aussi les sécheresses qui posent des problèmes et et c'est un sujet qui va être de plus en plus sensible lié au dérèglement climatique. Donc effectivement, voilà, j'ai essayé de le dire en un mot. Il y a pas mal il y a pas mal de procès qui sont faits aux énergies renouvelables pour les décrier, qu'on ne fait pas qu'on ne fait pas aux autres sources de production énergétique. Super, merci. Il y a Isabelle aussi qui nous demande si un espace qui est improductif à ce jour, est-ce qu'il l'est pour ad vitam aeternam? Quand on parle d'espace improductif, par exemple sur l'agriculture, Je pense que j'imagine que c'est à c'est ce ça. moment-là la question. Ouais. C'est un sujet sensible, hein. Clairement, nous, on est très réservé, en tout cas au côté Enercop Pays de la Loire, on est très réservé sur l'agrivoltaïsme et sur ce qu'on peut caractériser comme un sol improductif. Je rejoins tout à fait peut-être la réflexion qu'il peut y avoir derrière la question. Et donc, on n'est pas, on est attentif
sur les projets solaires en zone agricole. Là où on y reviendra peut-être aussi, c'est que qu'est-ce que ça veut dire improductif? C'est-à-dire que par exemple, il y a des zones qui sont des anciennes carrières, qui sont considérées comme des zones faiblement, ouais, enfin déjà très anthropisées, etc. Pour autant, en fait, on constate, et ça, avec le soutien de structures comme la LPO, d'écologues, etc., on constate une réappropriation de ces espaces-là par de la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou rare. Et donc, parfois, il faut être attentif aussi à ce qu'on peut imaginer comme être un espace qui soit finalement sans trop de risques, notamment sur la biodiversité, alors qu'en fait, il y a eu une reconquête du fait justement de l'absence totale d'activité humaine. Ça marche également sur des sites très pollués, quoi. Super, merci. Nous avons une question. Et peut-être que tu n'auras pas la réponse. Quelqu'un qui se demande qui garde les provisions pour le démontage de l'éolien. Je ne sais pas, j'ai pas la question. Ce que je Ok. sais juste, c'est que lorsqu'on fait des emprunts, par exemple des emprunts bancaires, on se doit de, d'intégrer dans nos emprunts cette question de la provision. Mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est stockée en fait et comment est-ce qu'on... J'imagine qu'elle est chez le développeur. Je ne sais pas exactement comment ça marche entre cette provision-là, entre des projets 100% privés ou des projets portés par des collectifs d'acteurs. Je me renseignerai, j'essaierai de trouver la réponse. Ou faut pas hésiter, je pense que c'est un monsieur Auvray à poser la question sur le village. Hmm. Vous aurez une réponse. Et une dernière sur cette partie-là de Pauline. Lors des périodes de surproduction électrique, on demande actuellement aux installations d'énergie renouvelable d'arrêter de produire et d'injecter sur le réseau. Donc, quand tu expliques, Ziad, que les énergies renouvelables ne posent pas de problème de gestion sur le réseau électrique, il y a quand même un sujet. Est-ce qu'il y a quand même un sujet? Ben, en tout cas, il y a évidemment des équilibres, un travail d'équilibre que fait le gestionnaire. Mais ce que nous dit le gestionnaire, c'est que en fait, on n'est clairement pas à un niveau de production qui pose un problème fondamental qui va lui proposer qui va lui poser un problème qu'il ne peut pas gérer. Parfait. Merci. Et ben, on peut passer à la suite de la présentation. Donc sur l'énergie solaire. Donc là, on va parler d'énergie solaire photovoltaïque et non pas thermique. Euh, donc les panneaux solaires donc on utilise pour produire l'électricité. Alors la première idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est les panneaux ne se recyclent pas. Donc ça c'est faux. Puisque depuis que maintenant il y a des panneaux photovoltaïques qui arrivent en fin de vie pour différentes raisons, il y a toute une filière qui s'est mise en place qui s'appelait initialement PV Cycle et qui maintenant s'appelle Soren en France. Et il y a une filière donc, qui est chargée de collecter et de recycler l'ensemble des panneaux photovoltaïques arrivés en fin de vie. Et donc on arrive à valoriser aujourd'hui à 94% les composants d'un panneau photovoltaïque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité du poids d'un panneau est constitué du verre et de l'aluminium, qui sont des matériaux qu'on sait très bien recycler, hein, soit pour refaire du verre, soit même pour les réutiliser quand on arrive à récupérer le verre sans le broyer. On peut même le réutiliser sans avoir à le réintégrer complètement dans la filière de fabrication du verre. Donc ensuite, on a également des plastiques donc, qu'on peut récupérer et qu'on peut valoriser soit sous forme de plastique, soit sous forme thermique pour donc produire de l'énergie. Ensuite, en masse, on a le silicium. Ce qu'il faut savoir, c'est que le silicium ne représente que 4% de la masse d'un panneau, alors que vraiment le constituant actif. Donc le silicium, on sait aussi le réutiliser jusqu'à 4 fois, hein. Et enfin, il y a des métaux comme le cuivre et l'argent, donc qui sont des métaux relativement chers, donc évidemment qu'on sait également réutiliser pour réincorporer dans les filières de production de ces métaux-là. Et au final, donc, ce qui est réellement non valorisable dans le processus de démantèlement et de recyclage, ça ne représente que 6% de la masse d'un panneau photovoltaïque. Donc c'est relativement faible.
Ensuite, on a une deuxième question qui est de la provenance. Sur la provenance des panneaux, on entend souvent dire bah, tous les panneaux photovoltaïques sont tous fabriqués en Chine, en Asie et notamment en Chine. Donc avec l'empreinte carbone que ça implique derrière, à la fois pour la fabrication, puisque l'électricité en Chine est fortement carbonée, et aussi pour le coût en CO2 du transport de ces panneaux jusqu'en Europe. Donc il est vrai que en 2023, une très très grosse majorité des panneaux utilisés dans le monde étaient fabriqués, venaient de Chine. Si on reprend historiquement l'histoire de la fabrication de ces panneaux, l'Europe fabriquait des panneaux avant que la Chine en fabrique. Donc, notamment, il y a une entreprise pionnière en France qui s'appelle Photowatt, qui est située à Bourgoin-Jallieu, qui depuis 30 ou 35 ans fabrique des panneaux photovoltaïques. Mais donc, non, tu peux revenir à la précédente. Voilà. Mais donc, en fait, entre-temps, donc il y a eu beaucoup d'installations françaises et européennes qui ont fabriqué des panneaux. Et ces dernières années, c'est vrai que les Chinois ont pratiqué un dumping sur les prix des panneaux photovoltaïques, ce qui a conduit à des baisses de coûts de vente de ces panneaux très très importantes. Et donc à la fermeture de certains sites en France. Donc je cite trois sites de production qui ont fermé ces dernières années. Il y en avait un à Vénissieux, donc le site Bosch, un site à Nantes de la société Sistovi qui a fermé début 2023 et un site également à Lannion en Bretagne, également début 2023. Donc tout ça lié au prix très bas et au dumping que les Chinois font sur le prix des panneaux. Néanmoins, il reste quand même en France, même aujourd'hui, encore quelques fabricants français. Donc, il y en a un notamment en Alsace qui s'appelle Voltex Solar et avec lequel nous continuons à travailler pour notre coopérative sur Lyon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Donc, demain, il y a des nouveaux projets de réindustrialisation en Europe et notamment en France pour produire à nouveau intégralement, donc sur toute la chaîne de valeur du panneau photovoltaïque, des panneaux de A à Z en France. Donc, il y a deux projets. Il y en a un qui s'appelle Holosolis et qui est situé en Moselle à côté de Sarreguemines. Et puis il y a un second projet à Fos-sur-Mer qui est dénommé Carbone. Et tous les deux ont à peu près l'ambition de produire 5 gigawatts par an de panneaux, ce qui est quand même important. Ça représente 10 millions de panneaux par an. Et les premiers panneaux de ces usines devraient sortir à l'horizon 2026 ou 2027. Et cette fois, on a bon espoir de pouvoir avoir une filière compétitive qui nous permettra d'utiliser massivement ces panneaux français dans nos projets, dans nos futurs projets. Enfin, une question qui se pose également sur les émissions de rayonnement nuisibles lorsque des installations photovoltaïques fonctionnent, notamment les champs électromagnétiques. Alors, quand on regarde dans le détail les puissances électromagnétiques produites par les différents éléments d'une installation photovoltaïque, on se rend compte qu'en fait, ils sont très faibles. Et si on les compare aux champs électromagnétiques terrestres, en fait, ils sont vraiment faibles, puisque à 1 mètre de panneau photovoltaïque, on n'est plus capable de distinguer leur rayonnement par rapport au rayonnement terrestre. À 2 mètres d'un onduleur, bah, c'est la même chose. Et puis à 10 centimètres d'un compteur de production, même chose. On ne distingue plus le rayonnement électromagnétique terrestre du rayonnement de l'installation. Donc ces rayonnements sont très faibles. En plus, ils s'arrêtent totalement la nuit, puisque la nuit, il n'y a pas de production, donc il n'y a aucun courant électrique et aucun rayonnement électromagnétique. Donc ce sujet n'est vraiment vraiment pas important. On peut aussi parler en termes de nuisance du rayonnement sonore. Et là, c'est vrai que
il faut faire attention lorsque des onduleurs sont installés. Certains onduleurs de forte puissance peuvent émettre du bruit, du rayonnement sonore. Donc on fait attention dans ces cas-là à les positionner loin de postes de travail ou loin de lieux de séjour des personnes qui seraient à proximité de ces onduleurs. Ensuite, on a également la question de la biodiversité. Donc là, qui est plutôt un argument qu'on soulève lorsqu'on fait des installations au sol sur des espaces naturels. Donc il est vrai qu'il faut faire évidemment attention, et chaque cas est spécifique, au site et à l'environnement de ces sites. Il faut éviter les habitats sensibles et les zones où il y a des gros enjeux de biodiversité. Il faut s'entourer de personnes compétentes et faire intervenir des écologues euh, lors des chantiers pour s'assurer que l'impact est minimisé. Euh, et dès la conception, il faut faire des choix pour minimiser à la fois les enjeux sur l'impact des panneaux, euh, sur tout l'environnement dans lequel ils vont intervenir. Et ensuite, en cours de vie de ces parcs, de ces installations, bah, il faut faire un entretien avec une gestion intelligente de ces espaces naturels, et puis réaliser des suivis rigoureux pour s'assurer que les mesures qui ont été mises en place sont bien efficaces. Voilà, donc je repasse la parole à Ziad pour l'énergie éolienne. Tout à fait. Est-ce, est-ce qu'on prend quelques questions-réponses? S'il y a des questions sur le photovoltaïque en particulier, oui, on peut. Alors, j'en ai quelques-unes. Ça va juste réduire un petit peu le temps de questions-réponses à la fin, mais du coup, on aura un peu étayé toutes les questions qui sont tombées, donc ça me convient. Donc, il y a Olivier qui nous demande s'il est vrai que toute l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques ne peut pas être vendue au réseau car soumise à un quota. CF, les amanences. Est-ce qu'Olivier sache? Alors, pour moi, il n'y a pas de quota, c'est-à-dire que dès qu'on fait une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque, quelle que soit sa taille, on a une réponse et un contrat avec soit EDF obligation d'achat, soit un autre acteur, mais on n'est pas limité en termes de volume de volume d'énergie injectée sur le réseau. On a des limitations en termes de prix d'achat, c'est-à-dire qu'une installation va pouvoir produire l'équivalent de 1500 heures de production sur l'année à un certain tarif, et au-delà de cette quantité produite, si vraiment on a des très très fortes productions, je pense par exemple dans le sud de la France, l'énergie excédentaire, donc au-delà de cette quantité, sera rachetée moins cher, mais ce n'est pas une interdiction d'injecter sur le réseau. Ok. Véronique et Vianney demandent si on a calculé ce que ça nous coûtait en énergie de recycler les panneaux solaires. Alors, le recyclage des panneaux, alors c'est des technologies qui sont assez récentes parce que les panneaux solaires durent quand même assez longtemps. Donc, jusqu'à ces dernières années, on avait assez peu de panneaux à recycler. Maintenant, on commence à en avoir. Et donc, les technologies de recyclage évoluent. Au départ, les industriels qui étaient chargés de ce recyclage étaient partis sur un process de broyage où l'intégralité quasiment du panneau était broyée, puis ensuite séparée en différents matériaux. Euh, et donc, après, il fallait trouver une filière de recyclage pour chacun de ces matériaux. Maintenant, ils ont amélioré ce procédé et on va maintenant faire une séparation des matériaux avant même de les broyer pour récupérer le maximum de matériaux. Par exemple, les surfaces en verre peuvent être réutilisées telles quelles sans être broyées. Donc on valorise de mieux en mieux les résidus
voire on les réutilise sans même les recycler réellement. C'est du réusage ou de la réutilisation. Donc le coût global de la chaîne de recyclage est plutôt en diminution. Ok. J'ai aussi deux autres questions sur le recyclage. Donc la première de la famille Bouchot qui te demande si tu as en tête la composition des 6% non valorisables. Qu'est-ce que ça inclut? Et Vianney qui nous demande si tu sais où sont situés les sites de recyclage des matériaux d'un panneau solaire. Alors pour la première question, les 6% de non valorisables, non, j'ai pas de réponse précise. Je pense que dans les processus de broyage, il y a des petits composants comme des petits composants électroniques dans des boîtiers de connexion, des choses comme ça, qui doivent être très difficiles à revaloriser. Donc ça doit être ce genre de déchets qu'on n'arrive pas à valoriser correctement. Euh, et puis alors la deuxième question sur les sites, oui, en France, en fait, il y a deux sites de recyclage. Il y en a un, historiquement, le premier a été installé à côté d'Aix-en-Provence, à Rousset. Et c'est dans ce site qui avait donc le processus était un processus où l'intégralité des composants était broyée. Et il y a un nouveau site qui a été installé et qui a été mis en service il y a un peu plus d'un an, je crois, dans les environs de Bordeaux. Et c'est ce site-là qui met en œuvre un nouveau processus de ce qu'ils appellent de délamination et qui permet de récupérer certains matériaux sans les broyer. Et c'est un process assez innovant qui existe, je crois, uniquement en France. Ok, merci Olivier. On a encore d'autres questions, mais on va les garder pour après. On va avancer sur la présentation, puis on verra le temps qu'on a pour la fin des questions, si ça vous va. Et donc, on passe à l'énergie éolienne. Alors, passons à une question assez sensible qui est celle des ressources liées à la production des outils de production d'électricité renouvelable. Là, on parle de l'éolien. Effectivement, c'est important de le dire, c'est une activité de production industrielle qui implique l'usage de matériaux. On a beaucoup comment dire, de controverses autour de l'usage des terres rares, qui sont des matériaux, qui est une famille de matériaux qui n'est pas rare, mais dont l'extraction, l'exploitation est très complexe, parce qu'elle se trouve elles sont infimes en fait elles sont faiblement concentrées et impliquent des processus assez complexes et assez polluants. Il y a presque pas de terres rares utilisées en France pour la production éolienne, puisque on ne retrouve pas de terres rares dans les éoliennes terrestres, ou très peu. Vous voyez, en France, plus de 90% des éoliennes qu'on a installées ne présentent pas d'usage de terres rares. C'est essentiellement de l'acier, du béton, de la résine, du fibre de verre pour les pales, du cuivre et de l'aluminium. On a l'éolien en mer qui va utiliser des aimants qui vont impliquer effectivement des matériaux plus complexes. Mais sur l'éolien sur Terre, on est faiblement impacté par ces questions de terres rares. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'utilise pas de ressources, mais on l'a vu par exemple sur le béton, ça représente une très faible part de l'activité de production et d'usage du béton. Oui, peut-être préciser qu'effectivement, comparé à l'électronique et aux nouvelles technologies, on est très faiblement, sur l'éolien, on est très faiblement usagé de matériaux complexes. Sur la recyclabilité des éoliennes, alors, il y avait une question sur leur durée de vie. Aujourd'hui, un projet est plutôt parti pour 20 ans. On assiste de plus en plus à ce qu'on appelle le repowering, c'est-à-dire une, un changement d'anciens modèles d'éoliennes par des nouvelles qui sont plus performantes sur un même parc, ce qui permet de relancer la production d'un parc déjà installé.
Aujourd'hui, il existe une filière de recyclage de l'éolien. Pour autant, c'est important de le dire qu'il n'est pas uniforme aussi selon les pays, selon les réglementations. On a le cas qui est réel et qui n'est pas un fake, hein, d'éoliennes de pales d'éoliennes qui sont enfouies aux États-Unis, et donc qui créent de la pollution dans les sols. On a quand même des processus de découpage, de broyage, par exemple, des pales qui existent, même si toujours la difficulté, c'est de les déplacer. Donc là, on a mis une petite photo qui est plutôt symbolique sur de la réutilisation de pales, même si on fera pas des aires de jeu avec tous les parcs éoliens qu'on installe. Enjeu pour moi qui est absolument central dans le développement des énergies renouvelables, et on a commencé à l'évoquer sur le photovoltaïque, hein, c'est les impacts sur la biodiversité. On est dans une situation tellement catastrophique vis-à-vis de la biodiversité qui est au moins aussi importante que la question climatique, qu'il faut être attentif à toute activité humaine, peu importe ça. Bon, en tout cas, c'est mon opinion, même si tout le monde, on pourra nous rétorquer des questions d'échelle. Là, on le voit, hein, la comparaison entre les oiseaux qui sont tués par les éoliennes versus les lignes électriques, les fenêtres, les baies vitrées et les chats est sans commune mesure. Pour autant, on est dans un tel niveau critique d'atteinte à la biodiversité que toute activité humaine doit être pensée avec le plus de prudence et de précaution possible. C'est vraiment important dans les projets de pouvoir travailler avec effectivement des structures qui sont spécialisées sur le sujet, qui sont en capacité aussi de prendre très en amont la problématique de la biodiversité pour parfois tordre les projets, les déplacer un petit peu, nous alerter sur la manière dont on le développe. Je prends un cas où de plus en plus on essaye d'avoir des parcs éoliens qui sont les plus puissants possibles avec des pales qui sont très longues. Alors ça, c'est vraiment des gros projets industriels, souvent portés par voilà, par des acteurs privés, avec des pales qui sont très longues, jusqu'à 150 mètres, et avec comment dire, une zone d'impact pour la biodiversité qui est très importante, qui va jusque quasiment au sol et donc qui vient impacter d'autres animaux que ceux que connaissaient les parcs éoliens jusque-là. Donc il y a vraiment un enjeu pour moi, effectivement, de s'entourer des bonnes personnes aux bonnes compétences. Et puis on le mettait dans un point, c'est aussi notamment pour tout ce qui est chiroptère, donc chauve-souris, la capacité à arrêter les éoliennes lorsqu'il y a des forts risques de collision. Et ça, c'est typiquement ce genre de décisions qui sont au détriment de la rentabilité, qui sont souvent, enfin en tout cas à mon sens, plus en capacité d'être prises dans des collectifs qui ne visent pas une rentabilité à tout prix, mais une rentabilité correcte sur les projets pour prendre en compte ce type d'enjeu-là. La question du coût des énergies renouvelables revient souvent, hein. Donc là, on vous a mis une petite comparaison sur les coûts entre nucléaire, photovoltaïque et éolien. Et je le rappelle, on n'a pas approvisionné dans ces coûts côté nucléaire le démantèlement. Donc on a aussi un prix, un comparatif de prix qui est biaisé. Vous voyez que l'éolien coûte plus cher en mer, hein, il est plus complexe, à la fois en matière de technologie qu'en matière de pose, qu'en matière de maintenance, etc. Et que par contre, on a un niveau de prix, et ça date de 2020. Donc vous voyez, notamment les filières des énergies renouvelables bougent très rapidement, et ça a déjà changé, et plutôt en faveur des énergies renouvelables. Là où du côté du nucléaire, c'est un peu l'inverse. On a des coûts qui explosent, notamment pour les sorties de terre des EPR. Alors, on a pas mal parlé de production. Pour nous, il nous semblait important de conclure cette partie-là sur les enjeux de sobriété. Alors, pour plein de raisons évidentes. On a parlé des atteintes à la biodiversité, des enjeux de sortir d'une logique d'ébriété, voilà, de course à la consommation, etc., et à la production, évidemment. Si on devait être très pragmatique, il faut constater, c'est important de constater, et les scénarios négawatts nous aident en cela, sur le fait que en fait, la production d'énergie renouvelable n'aura de sens que si elle ne s'appuie sur une baisse drastique des consommations d'énergie, et notamment des fossiles.
Vous le voyez, la quantité de choses qui a divisé par 3 est beaucoup plus importante que la quantité d'énergie renouvelable à multiplier par 3. On part pas des mêmes ordres de grandeur, évidemment, en termes de production et de consommation. Donc il y a des efforts à faire, des investissements massifs à faire sur la décroissance de notre modèle énergétique. Il faut aussi avoir en tête, et c'était une question que j'ai vu passer rapidement, c'est que en fait le miracle que représentent les énergies fossiles, à la fois par leur capacité de stockage, par leur capacité à générer de l'énergie en fait dans une très faible unité, ne peut pas se reproduire avec les énergies renouvelables. Donc en fait on peut pas maintenir notre niveau de consommation décemment, enfin le niveau de consommation actuel en le remplaçant par des énergies renouvelables, ça ne fonctionne pas. Donc dans le scénario négawatt, vous voyez qu'il y a en 2050 une disparition quasiment totale des énergies fossiles du paysage énergétique français. Là, on parle bien de la France. Une consommation d'énergie primaire qui est divisée par 3 d'ici 2050 et cette production d'énergie renouvelable qui est multipliée par 3. La sortie du nucléaire est évidemment très progressive et ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas de toute façon faire abstraction. Ce seront des temporalités assez longues, même si plus on tarde à s'y atteler et plus ça devient difficile de mettre en place cette équation, de résoudre cette équation. Un peu de bibliographie par ici. Ouais, Vous retrouverez très probablement sur le support qu'on diffusera sur le village. tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à se dire Prévu. avant de prendre des questions. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Ziad et Olivier. Il y a en effet des questions. Alors, nous avons Léa qui nous dit: l'acier, le béton et le verre, donc sable sous-marin, cuivre, aluminium, font appel, sauf pour les matériaux réutilisés ou recyclés, à des activités d'extraction. Et elle demande quelle est la part du neuf vs la réutilisation. Tu me dis si Euh, je peux je répéter. suis, j'ai pas. Est-ce qu'il est possible de la lire la question parce qu'elle est assez longue? Ouais. C'est Léa, tu disais? Acier, tu veux la lire toi-même? Bah, je la cherche là actuellement, mais je sais pas où est-ce qu'elle est allée dans Elle les a réponses. peut-être été envoyée ailleurs. Hop, Je cherche dans les je peux te l'envoyer par le chat. présente mes excuses par avance si je ne suis pas en capacité de répondre à tout. Euh, Est-ce que tu l'as reçu? ok, ok. Quelle est la part du neuf versus la réutilisation, c'est-à-dire tous ces matériaux-là, quelle est la part du recyclage? Euh, je serais en peine pour vous donner des chiffres précis. Ce que je peux vous dire, c'est que, enfin, ce que j'ai en mémoire, c'est que le déséquilibre est très fort sur la part neuf. En gros, il y a une extraction qui est, qui est beaucoup plus importante que la réutilisation, au moins pour certains matériaux dont j'en suis à peu près sûr. Par exemple, je pense au cuivre. Le cuivre, il est énormément utilisé dans les technologies. Alors, j'ai perdu Ziad. Ouais, nous aussi, on a perdu Ziad. Ok, Ouais, effectivement. j'ai pas mal de questions sur l'éolien, principalement. Alors, si, en attendant qu'ils reviennent, je ne sais pas si, Olivier, tu pourrais te sentir à l'aise de répondre à ces questions ou pas. Ah bah, on peut essayer. On peut essayer. Il y a Sandrine qui nous demande: ne peut-on rien faire avec les pales d'éoliennes à recycler? Quel impact par rapport à la navigation de plaisance? Alors, les pales d'éoliennes à recycler, je sais il y a des programmes de recherche chez les industriels pour justement réutiliser les composants qui sont en fait de la fibre de verre, de la résine, voire du carbone. Pour l'instant, je pense que les seules applications sont du broyage et de la réutilisation, mais on va dire sur un mode dégradé. Mais je sais qu'il y a des programmes de recherche pour pouvoir récupérer et réutiliser et revaloriser ces différents composants. Euh,
mais qui sont peut-être pas encore aboutis aujourd'hui. Très bien. Merci. Je crois Désolé, qu'on je a suis revenu, récupéré Ziad. j'ai perdu Super. la connexion. Eh ben, on a profité de ton absence pour répondre à une question en parallèle. Est-ce que tu veux reprendre où tu en étais sur la question d'avant de Léa? Bah, en fait, je pourrais pas répondre sur la totalité des matériaux Mm. qu'évoquait Léa et sur la part. Je sais que la part est largement déséquilibrée hein, en termes de recyclage. C'est clairement pas la panacée. Et je prenais l'exemple du cuivre, par exemple, qui aujourd'hui est très mal recyclé parce que dilué en fait dans plein de petits appareils électroniques et les nouvelles technologies, donc très difficile à capter. C'est ce que j'ai un petit peu en mémoire des bouquins que j'ai lus là de Bitwix, notamment sur les problèmes de recyclage. Mais j'aurais du mal à répondre de manière un peu plus précise. Donc encore une fois, pas hésiter à reposer la question pour créer des débats sur le village. C'est toujours bon à prendre. Ouais, il y a une, comment dire, il y a un panel de compétences et de connaissances et d'expériences sur le village qui permet d'avoir des réponses complémentaires parce que ces sujets sont très variés et très nombreux, donc pas facile d'avoir réponse à tout, quoi. Tout à fait. On a encore quelques questions, on a encore quelques minutes, donc je te les pose. Mm. Pierre et Anne-Catherine nous demandent pourquoi ne peut-on pas avoir de moyennes éoliennes ou même de petites éoliennes qu'ils qualifient de jardin, Mhm. comme pour les panneaux en fait Ouais, photovoltaïques, plutôt que des éoliennes géantes. ouais. Alors, deux éléments de réponse. La première, quand on fait des projets éoliens en général, ben, il faut aller capter des vents assez hauts. Donc, c'est pour ça qu'on a des projets avec des mâts importants. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que les industriels veulent aller chercher encore plus haut avec des pales plus grandes parce qu'il y a des vents qui sont aussi un peu plus intéressants en termes de productibles, on va dire. Pour autant, moi, j'ai essayé de prendre attache avec des acteurs du petit éolien. Notamment parce que je suis visiblement c'est vraiment on peut on peut créer des petites éoliennes avec une production électrique décente de manière assez low-tech. Euh, et j'ai eu du mal à avoir des réponses. En fait, j'ai jamais pu échanger avec quelqu'un qui a bossé sur le petit éolien ou qui représente la filière du petit éolien. Je pense que il y a aussi deux choses. C'est pas tant que la technologie n'est pas possible, hein. C'est comme les questions qu'il y avait sur le solaire thermique. C'est aujourd'hui des technologies qui sont globalement bien maîtrisées, mais on est sur des filières qui sont globalement totalement délaissées en fait, hein, que ce soit d'un point de vue soutien public et pas que financier. Ça peut être aussi dans les politiques publiques, dans la médiation des sujets, etc. La médiatisation des sujets. Et donc en fait, par exemple, le petit éolien a beaucoup souffert d'arnaques et de mésinstallations sur ces sujets. Et aujourd'hui, c'est une filière qui a du mal à se structurer. Et je pense que c'est aussi une question d'investissement qu'on y met. Donc voilà, il y a de ça un peu dans la réponse de ce que j'en comprends. Ok. On a aussi Nicolas qui nous dit, lorsque vous dites que l'éolien contribue à l'artificialisation à hauteur de 1,5%, vous ne comptez pas que la fondation et un peu autour, je suppose. Vous comptez l'air de tout le parc éolien alors que les éoliennes sont espacées de plusieurs centaines de mètres et que les terres entre les éoliennes restent utilisables et non artificialisées. Si on compte que les fondations, on peut diviser par 10 ou 100 la surface artificialisée réellement. C'est vrai, c'est le cas. Pour autant, de ce que j'en comprends aussi, l'exploitation des espaces, notamment lorsqu'ils appartiennent, j'en sais rien, moi, si je vais prendre des cas assez typiques, à un propriétaire agricole qui a des céréales, on voit bien que l'agriculture a fortement détruit les haies pour augmenter les niveaux de rentabilité des champs et avoir, enfin, facticement, puisque sans compter les services que rendaient les haies. Et donc, du coup, ce type d'installation facilite pas, en gros, l'exploitation linéaire dans les champs, quoi. Très bien. Il y a Annabelle qui nous dit, au bout de combien de temps les éléments des éoliennes sont-elles recyclés et en fonction de quoi? Sur quels critères? J'ai un peu de mal à comprendre la question. Ce que j'en sais, c'est qu'en général, on a plutôt des projets qui tablent sur 20 ans, donc plutôt à partir de cette échelle de temps où on commence à se poser la question du recyclage. Même si, en fait, on constate aussi, et c'est le cas par exemple sur le photovoltaïque, que parfois les installations, même si elles perdent un peu en rendement, elles font plus que les 20 ans qu'on envisageait. Voilà ce que je peux en dire. C'est déjà très bien. Je vois pas mal de questions intéressantes qui défilent. Ouais. Il y a François. Pourquoi tant d'éoliennes ne tournent pas alors qu'il y a du vent dans le nord de Pas-de-Calais? Très bonne Alors, question. par
par EC, je pense que c'est peut-être une erreur de frappe, le long de la 16. Bon, c'est une situation géographique. Très bonne question. Si vous voyez des centrales, pardon, lapsus, mais si vous voyez des parcs éoliens à l'arrêt, c'est pour plusieurs raisons possibles. La première, c'est que, et s'il y a du vent, hein, donc s'il n'y a pas de vent, évidemment, elle tourne pas, et ça fait partie des calculs en fait de leur capacité de production, hein. Évidemment, on prend en compte le fait qu'il y a des moments dans l'année où il y aura pas de vent. Ça fait partie des modèles économiques. On table pas sur une éolienne qui tourne tout le temps. Si elles ne tournent pas, c'est que parfois elles sont en situation de maintenance, donc il y a une maintenance technique qui est exercée, donc à ce moment-là, l'éolienne, bah, elle est à l'arrêt. Et puis, il y a d'autres cas aussi qu'on a évoqués, c'est parfois l'État impose des temps de pause liés à la biodiversité, ce qu'on appelle le bridage, quoi, c'est-à-dire des moments où les éoliennes ne tournent pas parce que ça peut être un moment critique pour certaines espèces qui sont en danger, comme certaines espèces de chauves-souris. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent conduire à ce que vous voyez des éoliennes à l'arrêt, quoi. Ok. On va traiter une ou deux dernières questions. Je vois le temps qui passe avant de clôturer le webinaire. Donc, il y a Christian qui nous dit une idée reçue sur l'éolien et que c'est rentable grâce aux aides publiques de l'État. Quelle est la réalité? Alors la réalité, c'est que comme toute filière émergente, elle a nécessité un soutien de l'État. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on se rapproche, voire on diminue sur certains parcs. On est en dessous voilà, de ce qu'on appelle le prix réseau. Et donc, de fait, effectivement, l'État commence à prévoir une réduction des soutiens, du soutien public à des installations. Ce que disent les syndicats, en fait, notamment voilà, le syndicat de représentation des acteurs de la filière de l'éolien, c'est que eux, ils n'ont pas besoin d'un niveau de soutien très important. En fait, ils ont besoin de stabilité dans le temps pour anticiper, pour préparer en fait les projets à développer. Et effectivement, je pense que au fur et à mesure, on va sortir peu à peu des mécanismes de soutien. Alors, à quelle échéance, je peux pas le dire, mais on sent que voilà, l'État commence à réduire cette part puisque la rentabilité des projets est de plus en plus, est de plus en plus fine. Euh, la dernière chose que je voulais évoquer là-dessus, c'est que, encore une fois, évidemment, lorsque vous entendez ce genre d'argumentaire sur l'aide publique qui est attribuée aux énergies renouvelables, pensez à la filière nucléaire, qui a été quasiment intégralement financée avec nos impôts, et à la dette aussi qu'elle nous lègue, puisque aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais Emmanuel Macron a fait en sorte que l'intégralité du parc nucléaire soit gérée par un acteur public, ce qui d'une certaine manière est bien, mais ce qui veut dire qu'en fait, toute la dette et tous les coûts liés au nucléaire, au démantèlement, vont être supportés par l'impôt. Là où toutes les activités rentables du groupe EDF, qui peuvent être bah, justement le développement des énergies renouvelables ou la gestion du réseau de moyenne et basse tension, est privatisée aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier en fait ce qui se passe aussi à côté des énergies renouvelables. Super, Ce merci qu'on Ziad. Ce qu'on peut On- peut-être aussi rajouter, c'est que les aides, en fait, elles sont à double sens, c'est-à-dire que, en fait, les aides consistent à garantir un prix euh, d'achat de l'électricité, mais lorsque le prix du marché est supérieur à Mhm. ce prix d'achat garanti, ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont les Mhm. producteurs qui vendent sur le marché plus cher l'électricité éolienne et elles remboursent à l'État le surcoût, enfin le bénéfice qu'elles ont fait par rapport au prix garanti. Et notamment en 2022, lorsque les prix de l'électricité ont explosé, l'État a beaucoup récupéré euh, par ce mécanisme une grande partie de tout ce qui avait été financé auparavant. Merci à vous deux. C'est super. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour éclairer toutes nos lanternes. Il est 19h58 et juste avant de partir, on va lancer un sondage pour clore le webinaire, pour que vous puissiez nous dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Et ça nous permettra de nous améliorer et de changer des choses si nécessaire. Donc j'en profite pour remercier encore Ziad et Olivier pour leur intervention, Avec, ainsi que mes collègues Gwenaël Sitora, Juliette et Nina qui sont derrière leurs écrans et qui ont trié toutes vos questions de manière très pertinente et très efficace. J'ai pu les voir à l'œuvre en direct.
Mm. Et merci à tous nos sociétaires pour votre participation et votre présence. Et n'hésitez pas, je répète, mais à vous rendre sur le village pour échanger avec nos équipes et entre vous aussi. C'est toujours très agréable pour nous de vous voir là-bas. Et vous retrouverez prochainement la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire, donc disponible aussi sur le village ou sur YouTube. Et vous pouvez y retrouver aussi tous les webinaires qu'on a pu faire par le passé et que nous ferons à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Lisa. Merci et bonne Beaucoup de soirée.